L'enveloppe en papier craft atterrit sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. Ma femme se tenait là, les bras croisés, un sourire étrange sur les lèvres. 11 exigences, dit-elle en tapotant l'enveloppe. Respectez-les toutes, ou notre chambre à coucher sera définitivement fermée. Je la fixai, essayant de comprendre ce qui se passait. Après 8 ans de mariage, je n'aurais jamais imaginé recevoir un ultimatum concernant notre intimité. Tapier. Imprimés et présentés comme une négociation de fusion d'entreprise. Ce n'est pas une discussion, précisa-t-elle alors que je tendais la main vers l'enveloppe. Ce sont des exigences, à prendre ou à laisser. À l'intérieur se trouvaient 2 pages soigneusement agrafées. Chaque exigence était numérotée, mise en gras et expliquée avec un luxe de détails insupportables. Mon sang se glaça en les lisant. Il ne s'agissait pas d'améliorer notre relation, il s'agissait de contrôle, d'humiliation et de me briser. Exigence numéro 3. Vous devez demander verbalement la permission au moins 24 heures à l'avance. Exigence numéro 7. Je me réserve le droit d'évaluer votre performance après coup avec une note chiffrée. Exigence numéro 9. Je peux enregistrer nos séances sans vous en informer. Mes mains tremblaient légèrement, mais je gardais un visage neutre. La femme qui m'observait avec cette expression satisfaite n'était pas celle que j'avais épousée. Notre relation était tendue depuis des mois, mais ceci était d'un autre ordre. D'où cela vient-il ? Demandai-je, gardant ma voix délibérément calme. J'ai parlé avec des amis. Elles m'ont aidé à réaliser ce que je mérite, répondit-elle en examinant sa manucure. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas à se contenter de la médiocrité. Il est temps que tu sois à la hauteur. La cruauté désinvolte dans sa voix me frappa plus durement que les exigences elles-mêmes. Ce n'était pas ma femme essayant de réparer quelque chose de cassé entre nous. C'était quelqu'un savourant le pouvoir qu'elle pensait avoir sur moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je, pliant les feuilles et les glissant dans l'enveloppe. Elle rit, réellement. Ne prends pas trop longtemps. J'ai assez attendu que tu sois l'homme dont j'ai besoin. Cette nuit-là, allongé à côté de sa silhouette endormie, je réfléchis à comment nous en étions arrivés là. L'érosion lente du respect. Les façons subtiles dont elle testait les limites. Les critiques croissantes. Je travaillais 60 heures par semaine dans une entreprise de construction, rentrant épuisé, essayant de lui offrir le style de vie qu'elle voulait, pendant qu'elle complotait cela avec ses amis. Quelque chose se cristallisa en moi cette nuit-là. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, c'était l'aboutissement d'un schéma. J'avais fait des compromis à répétition, espérant que les choses s'amélioreraient. J'avais ignoré les signaux d'alarme, attribuant son comportement au stress ou à de mauvais jours. J'avais lentement abandonné ma dignité, morceau par morceau. Le lendemain matin, je partis au travail plus tôt que d'habitude. Elle dormait encore, inconsciente que son ultimatum avait déclenché non pas une soumission, mais une résolution. Je me garai sur le parking de mon bureau et restai là, l'enveloppe en papier craft sur le siège passager. Je sortis mon téléphone et passai 2 appels. Le premier à ma banque pour vérifier les soldes de notre compte joint. Le second à un cabinet d'avocats pour prendre rendez-vous l'après-midi même. Les exigences n'étaient pas seulement une liste de règles pour la chambre à coucher, c'était une déclaration de guerre contre mon amour-propre. Et elle n'avait aucune idée de la réponse qu'elle venait de provoquer. Ma décision était déjà prise. Il ne me restait qu'à l'exécuter parfaitement. Elle pensait me forcer à capituler. Au lieu de cela, elle avait réveillé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un homme qui reconnaissait enfin sa valeur. Et cette prise de conscience allait bientôt lui faire regretter chaque mot qu'elle avait écrit. Le cabinet de l'avocat était froid et impersonnel, parfait pour la conversation que je devais avoir. Je fis glisser l'enveloppe sur son bureau sans commentaire. Ses sourcils se levèrent légèrement en lisant le contenu, puis il me regarda avec un respect nouveau. « C'est une preuve inhabituellement explicite d'abus émotionnel », dit-il. « Depuis combien de temps ce comportement dure-t-il » La question me fit réfléchir à notre mariage. Les signes étaient là dès le début, mais je les avais ignorés. Il y a 3 ans, elle m'avait suggéré de vendre ma moto. Une Harley vintage restaurée que j'avais passé 2 ans à reconstruire. 6 mois plus tard, mes soirées hebdomadaires avec mes amis étaient devenues mensuelles. Puis avaient complètement cessé l'année dernière. Elle m'avait convaincu de déménager à l'autre bout de la ville, loin de ma famille, sous prétexte que le district scolaire serait meilleur pour des enfants que nous n'avions même pas encore. Chaque concession que je faisais ne faisait que l'encourager à exiger davantage. Ce qui avait commencé comme une manipulation subtile avait dégénéré en ceci. Une liste formelle d'exigences pour contrôler même les aspects les plus intimes de ma vie. J'ai besoin que tout soit documenté, dis-je à l'avocat. Et je veux connaître mes options sans encore révéler mon jeu. Ce soir-là, je rentrais chez nous avec une nouvelle perspective. La maison que nous avions achetée, principalement avec l'argent de l'entreprise familiale, me semblait soudain un territoire ennemi. Elle m'accueillit avec une question froide. « As-tu réfléchi à mes exigences ?»« Je suis en train d'y penser, » répondis-je, observant attentivement sa réaction. Ses yeux se plissèrent. « Ne prends pas trop longtemps. Une amie connaît quelqu'un qui pourrait apprécier ce que j'offre. » La menace était à peine voilée, mais je me contentais de hocher la tête et me dirigeais vers la douche. Une fois seul, je me permis de ressentir la rage, une rage contrôlée et concentrée qui alimenterait ce qui devait être fait.
Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Son téléphone était en charge sur sa table de nuit, éclairant la pièce sombre d'une lueur douce. Le code d'accès était notre anniversaire de mariage. L'ironie ne m'échappa pas. Ce que je trouvais confirma tout. Une conversation de groupe avec 3 amis révélait la véritable nature des exigences. Elles n'étaient pas seulement son idée, elles étaient un effort collaboratif. Comme le disait un message. Dresse-le correctement. Elle parlait de moi comme d'un animal indiscipliné ayant besoin de discipline. Elle partageait des tactiques qui avaient fonctionné sur leur mari, leurs petits amis. L'une d'elles avait suggéré l'idée de l'enregistrement comme levier potentiel au cas où il envisagerait de partir. Je pris des captures d'écran, les envoyai à mon courriel, puis replaçai soigneusement le téléphone. Mon estomac se retourna face à la trahison, mais ma détermination se renforça. Il ne s'agissait plus seulement de sauver ma dignité, mais d'échapper à une prédatrice. Le lendemain matin, en préparant le café, elle s'approcha par derrière, m'enlaçant dans un geste qui, autrefois, aurait semblé affectueux. Maintenant, je reconnaissais cela pour ce que c'était. Une autre tactique de contrôle. « As-tu pris une décision ?» murmura-t-elle. Son ton mielleux, mais son intention claire. « Je suis proche. » répondis-je, sirotant mon café calmement. Je travaille juste sur la logistique. Elle interpréta ma réponse comme une capitulation. Son sourire s'élargit alors qu'elle se servait un café. « Bien. Je pense que tu verras que je peux être très généreuse quand mes besoins sont satisfaits. » Ce jour-là, j'ouvris un compte bancaire séparé dans une autre banque. Je transférai exactement la moitié de notre épargne commune, pas un centime de plus. Malgré la tentation, je contactai un agent immobilier pour connaître la valeur marchande de notre maison. J'organisai la location d'un petit appartement à l'autre bout de la ville avec un bail au mois. Je commandai un rapport de crédit pour m'assurer qu'elle n'avait pas ouvert de compte à mon nom. Chaque étape était calculée, mesurée et totalement invisible pour elle. Ses exigences avaient réveillé quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Un esprit stratégique entièrement concentré sur l'évasion et la justice. Elle pensait refermer le piège. En réalité, elle allait apprendre ce qui arrive lorsqu'on accule quelqu'un qui refuse d'être une proie. Pendant la semaine suivante, j'exécutais mon plan avec une précision militaire. Chaque jour, je maintenais une couverture parfaite. Un homme envisageant de se soumettre aux exigences de sa femme. Chaque nuit, j'avançais d'un pas dans ma stratégie de sortie. L'appartement que je sécurisais n'avait rien d'extraordinaire. Une pièce avec des meubles basiques. Mais il représentait quelque chose d'inestimable. La liberté. Je payais 3 mois d'avance, en liquide, pour éviter toute trace écrite. Le gestionnaire immobilier, un homme âgé aux yeux complices, ne posa pas de questions lorsque je demandais une confidentialité maximale et aucune livraison de courrier pour l'instant. J'ai juste besoin d'un endroit calme pour travailler tard le soir, expliquai-je. Il hocha la tête, comprenant plus que ce que je disais à la maison. Je triais soigneusement nos possessions, cataloguant mentalement ce qui m'appartenait vraiment par rapport à ce que nous avions acquis ensemble. Héritages familiaux, objets personnels de valeur. Documents. Je les déplaçais progressivement dans une unité de stockage, faisant des trajets pendant les pauses déjeuner ou prétendant travailler tard. Rien d'évident. Rien qu'elle ne remarquerait immédiatement comme manquant. La partie la plus difficile était de maintenir la façade. Chaque soir, elle me regardait avec attente, espérant ma capitulation. Parfois, elle laissait l'enveloppe bien en vue sur le comptoir. D'autres fois, elle faisait des commentaires cinglants sur des amis dont les maris connaissaient leur place. « Tu prends vraiment ton temps pour réfléchir », remarqua-t-elle un soir en se glissant à côté de moi sur le canapé. La plupart des hommes sauteraient sur l'occasion de préserver leur mariage. La plupart des hommes ne sont pas moi, répondis-je simplement. Ses yeux se plissèrent un instant avant qu'elle ne masque cela par un rire. C'est ce sur quoi je compte, tu as toujours été différent. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est à quel point elle avait raison. Différent des hommes dans la vie de ses amis, manipulés pour se soumettre. Différent du mari passif qu'elle pensait avoir épousé. Pendant ce temps, je continuais à recueillir des informations. Mon avocat me conseilla de tout documenter, chaque conversation, chaque texto, chaque exemple de manipulation. Les enregistrements qu'elle menaçait de faire auraient été illégaux sans mon consentement. L'abus psychologique mis en évidence par la liste des exigences constituait à lui seul un levier considérable. Dans les divorces comme celui-ci, expliqua mon avocat. La préparation est essentielle. L'élément de surprise est votre plus grand atout. 10 jours après avoir reçu ces exigences, je fis mon premier contre-mouvement. Elle m'avait envoyé un texto demandant quand je verrais enfin la raison, au lieu de répondre directement. Je lui proposais un dîner dans un restaurant chic ce week-end. « Cela signifie-t-il que tu as accepté mes conditions ?» répondit-elle immédiatement par texto. « Cela signifie que je suis prêt à discuter de notre avenir », répondis-je, délibérément ambigu. Elle mordit complètement à l'hameçon. Ce soir-là, elle jubilait presque, me disant à quel point elle était fière que j'aie mûri suffisamment pour accepter la nouvelle réalité. Elle appela même une de ses amies, pendant qu'elle se préparait, discutant bruyamment de comment elle avait percé et comment les exigences avaient
parfaitement fonctionné. Elle ne savait pas que ce dîner serait le prélude à ce qui allait arriver. J'avais choisi le restaurant avec soin. Assez public pour éviter une scène, assez privé pour la discrétion, et assez cher pour signaler l'importance. La réservation était pour samedi soir, me laissant le temps pour les préparatifs finaux, le vendredi. Tout était en place. Mes possessions essentielles étaient sécurisées. Les préparatifs financiers étaient terminés. Le cadre juridique était posé. J'avais même informé mon patron de la situation, assurant la sécurité au travail au cas où elle riposterait. Quand samedi arriva, elle passa des heures à se préparer, traitant la soirée comme une célébration de victoire. Je la regardais appliquer son maquillage, choisir ses bijoux, sélectionner une robe, tout en faisant des commentaires désinvoltes sur la manière dont ce dîner marquerait le début de notre relation renouvelée. En conduisant vers le restaurant, elle posa sa main sur ma cuisse, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. « Je savais que tu ferais le bon choix, » dit-elle avec assurance. « Tu es plus intelligent que la plupart des hommes. » Je hochai simplement la tête, les yeux sur la route, l'esprit concentré sur les événements précisément orchestrés qui allaient se dérouler. Les exigences qui étaient censées me briser avaient au contraire tout cristallisé. La femme à côté de moi n'était plus ma femme, mais une adversaire qui avait gravement mal calculé. Et pour des adversaires comme celle-là, la pitié n'entre pas en ligne de compte. Le restaurant était exactement comme je l'avais demandé. Table d'angle, interaction minimale avec les serveurs, et un arrangement de champagne offert qu'elle prit pour du romantisme plutôt que pour un théâtre stratégique. Alors que nous nous asseyions, elle se pencha en avant, les yeux brillants de triomphe. « J'ai presque abandonné avec toi, » dit-elle, levant son verre. « Au nouveau départ. » Je fis tinter mon verre, mais ne bus pas. Avant de porter un toast, je pense que nous devrions être clairs sur ce que nous célébrons. Ton acceptation. Bien sûr, répondit-elle, la confiance soutenante de chaque mot. Je l'ai déjà dit aux filles, elles meurent d'envie d'entendre tous les détails de notre arrangement. Je suis sûr qu'elles le sont, dis-je, posant un dossier sur la table entre nous. Mais d'abord, j'ai une contre-proposition. Son sourire vacilla. Une contre-proposition, ce n'était pas une option. Ça l'est maintenant. Je fis glisser le dossier vers elle, ouvre-les. À l'intérieur se trouvaient 3 documents. Le premier était une copie de ses exigences, chacune annotée avec les lois qu'elle violait. Atteinte à la vie privée, abus émotionnel, coercition sexuelle. Le second était une capture d'écran imprimée de sa conversation de groupe discutant de l'utilisation d'enregistrements pour du chantage. Le troisième était une demande de divorce, déjà complétée. N'attendant qu'une signature, la couleur quitta son visage. Tu as fouillé dans mon téléphone. Comment oses-tu ? Ne prétendons pas que tu as une quelconque supériorité morale ici. L'interrompis-je calmement. Pas après avoir prévu de m'enregistrer sans mon consentement pour un éventuel chantage, ses yeux balayèrent la pièce, calculant son prochain mouvement. C'est ridicule. Nous pouvons arranger ça. J'essayais juste de... Épargne-moi, coupai-je. Le temps de la manipulation est terminé. J'ai transféré la moitié de nos actifs liquides sur des comptes séparés. Exactement ce à quoi j'ai légalement droit. La maison sera mise en vente la semaine prochaine. J'ai déjà sécurisé un autre logement. Elle me fixa. Réellement choquée pour la première fois de notre mariage. Ce n'était pas le mari docile qu'elle avait passé des années à conditionner. Ce n'était pas l'homme qu'elle pensait supplierait pour préserver notre mariage à tout prix. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle, abandonnant totalement la façade. Je te détruirai. Je le dirai à tout le monde. Dire quoi ? Je me penchai en avant, la voix basse mais ferme. Que ta tentative de chantage sexuel sur ton mari a échoué. Que tes amis ont conspiré avec toi pour faire des enregistrements illégaux. Vas-y, je t'en prie. Mon avocat adorerait les munitions. Sa main tremblait alors qu'elle attrapait son vin, le buvant à grande gorgée plutôt qu'en le sirotant. C'est temporaire. Tu es juste en colère. Tu vas te calmer et réaliser ce que tu jettes. Que suis-je en train de jeter exactement ? Une vie d'exigence croissante. Cette exigence croissante. Une partenaire qui conspire avec ses amis pour me dresser. Un mariage où ma valeur est mesurée par ma soumission. Je secouai la tête. J'ai passé 10 jours à évaluer exactement ce que je perdrais. La réponse est rien de valeur. Ses yeux s'emplirent de larmes. Calculé ? À point de nommer. J'avais vu cette performance auparavant. Les larmes avaient fonctionné lors d'arguments précédents, me faisant reculer. M'excuser. Céder. Pas cette fois, s'il te plaît, murmura-t-elle, tendant la main vers la mienne. Nous pouvons repartir de zéro. Oublie les exigences. J'essayais juste de réparer les choses entre nous. Je retirai ma main. Il n'y a rien à réparer car il ne reste rien. Tu ne veux pas un mari. Tu veux un subordonné, et je ne suis le subordonné de personne. La discussion se prolongea pendant le dîner, un repas que je touchais à peine pendant qu'elle passait par toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Les larmes cédèrent la place à la colère, puis à la négociation, puis à d'autres larmes. Rien de tout cela ne m'atteignit. J'avais construit un pare-feu émotionnel ces 10 derniers jours, renforcé par les preuves de sa trahison. En quittant le restaurant, elle fit une dernière tentative désespérée. « Et tout ce que nous avons construit ?» demanda-t-elle, saisissant mon bras. 8 ans jetés comme ça. Tu l'as jeté avec chaque exigence, chaque manipulation. Chaque fois que tu as parlé de moi comme d'une propriété avec tes amis, répondis-je,
Retirant doucement sa main, je rends simplement cela officiel. Je la déposai chez nous, qui ne serait bientôt plus le nôtre, et conduisis jusqu'à mon nouvel appartement. Le silence était assourdissant après des semaines de conversations calculées, mais ce n'était pas le silence oppressant de la défaite. C'était le calme paisible d'un homme qui avait reconquis sa dignité. Mon téléphone vibrait sans cesse avec ses messages, alternant entre menaces et supplications. Je le mis en mode silencieux sans les lire et me versai un verre dans mon nouveau salon spartiate. Demain n'apporterait son lot de défis, son escalade inévitable. Les singes volants envoyés pour me raisonner. Peut-être même des tentatives pour nuire à ma réputation ou à ma carrière. Mais pour ce soir, je savourais la liberté qui vient de tenir bon. Les exigences qui étaient censées m'enchaîner étaient devenues les clés de ma libération. Le contre-coup commença à l'aube. Mon téléphone explosa de notifications. Non seulement d'elle, mais de tout son cercle social. Les singes volants avaient été déployés pile à l'heure. Sa meilleure amie appela en premier, pleine de fausses sollicitudes et de condescendance. Elle est absolument dévastée. Quoi que tu penses qu'elle ait fait. Quoi, là, elles sont intenses. Tu exagères ? Les hommes font toujours ça. Je la laissai finir son discours préparé avant de répondre. Intéressant. A-t-elle mentionné les exigences sexuelles écrites ? Le chantage planifié. Ou s'est-elle juste posée en victime ? Silence. Puis balbutiement. Je mis fin à l'appel et bloquai le numéro. Ensuite vint sa sœur, plus agressive dans son approche. Espèce de traître. Sale. Épargne-moi, l'interrompis-je. Ta sœur m'a présenté des exigences écrites pour contrôler notre intimité et prévoyait de m'enregistrer sans mon consentement pour du chantage. Accepterais-tu cela de ton mari ? Encore du silence. Puis, hésitante, elle ne ferait pas ça. J'ai les documents et les captures d'écran. Veux-tu que je te les envoie à ton mari ? À tes parents ? L'appel se termina brusquement. Un autre numéro bloqué. À midi. J'avais bloqué 6 personnes et rédigé un courriel à mes amis proches et à ma famille expliquant ma décision en termes mesurés et factuels. Pas d'appel émotionnel, pas d'assassinat de caractère, juste la vérité nue avec une offre de fournir des preuves si nécessaire. Contrôler le récit était crucial. Au travail. J'informais la sécurité des perturbations potentielles et fournis sa photo. Une sage précaution. Elle se présenta vers 14h, habillée pour impressionner, les larmes parfaitement synchronisées. La sécurité l'empêcha poliment mais fermement d'atteindre mon bureau. « Monsieur, votre femme est ici. » M'informa la réceptionniste par téléphone. « Ex-femme en cours. » Corrigeai-je calmement. « Dites-lui de contacter mon avocat. » À travers les cloisons vitrées, je pouvais voir sa façade se fissurer lorsqu'on lui refusa l'accès. Le masque glissa, révélant la fureur sous les larmes. La sécurité l'escorta dehors alors qu'elle passait de la demoiselle en pleurs à une harpie hurlante en quelques secondes. Mes collègues assistèrent à tout, une preuve supplémentaire de sa vraie nature. Ce soir-là, je retournai à mon appartement pour la trouver attendant dans le parking. J'avais anticipé ce mouvement. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demandai-je. Restant dans ma voiture, la fenêtre à peine entr'ouverte. « Je t'ai suivi depuis ton travail », admit-elle sans honte. « Nous devons parler sans avocat ni interruption. » Non. Nous n'en avons pas besoin. Tout ce qui devait être dit l'a été. Je levai mon téléphone. Cette conversation est enregistrée et j'ai déjà envoyé un texto à la sécurité de l'immeuble. Pars maintenant ou fais face à une accusation d'intrusion. Son expression se durcit. Tu penses être si malin, mais je t'ai fait. Je peux te briser tout aussi facilement. Tu ne m'as jamais fait, répondis-je calmement. Tu m'as juste temporairement convaincu que j'étais moins que je ne suis. Cette erreur a été corrigée, comme prévu. Elle intensifia, passant des menaces de détruire ma réputation aux promesses de tout prendre dans le divorce. Quand cela ne provoqua aucune réaction, elle passa à la nostalgie des bons moments, puis aux excuses larmoyantes, affirmant que les exigences n'étaient qu'une blague ou un test de mon engagement. À travers tout cela, je restais impassible. Chaque tentative de manipulation ne faisait que confirmer ma décision. La femme devant moi était une étrangère portant le visage de ma femme. Peut-être l'avait-elle toujours été, sous le masque que j'avais voulu croire réel. La sécurité arriva, et elle fut escortée hors de la propriété, criant que je le regretterais. Je regardais impassiblement jusqu'à ce qu'elle soit partie, puis envoyai l'enregistrement vidéo à mon avocat. Plus de preuves d'instabilité émotionnelle, plus de levier pour les procédures à venir, dans mon appartement. Je me versai un scotch et réfléchis aux événements de la journée. La tempête s'intensifiait exactement comme prévu. Ensuite viendrait la campagne sur les réseaux sociaux, les tentatives de retourner nos amis communs contre moi. Peut-être même des accusations mensongères. Je me préparais à tout cela. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Elle utilisant le téléphone d'une amie pour contourner mes blocages. Ce n'est pas fini. J'ai encore des amis que tu ne connais pas. Je sais des choses qui pourraient te coûter tout. Je fis une capture d'écran du message, l'envoyai à mon avocat, puis répondis par un seul texto. Chaque menace renforce mon dossier. Continuez. Puis je bloquai ce numéro aussi et mis mon téléphone en mode silencieux. La soirée s'étira devant moi, calme et libre de la tension de marcher sur des œufs qui étaient devenus ma norme.
pour la première fois en années. Je respirais sans pression dans la poitrine. Les exigences qui étaient censées être ma sentence de prison étaient d'un cran devenues ma déclaration d'indépendance. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle d'audience alors que le juge rendait son verdict final. Le divorce fut finalisé avec des termes fortement en ma faveur. Un renversement complet du résultat qu'elle avait menacé. Les preuves étaient accablantes. Les exigences écrites, les captures d'écran de la conversation de groupe discutant du chantage et du dressage, les déclarations de témoins de collègues ayant vu sa crise à mon bureau, les textos menaçants, l'incident d'intrusion. Chaque pièce présentée méthodiquement par mon avocat construisit un dossier irréfutable d'abus émotionnels et de tentatives de coercition. Ces tentatives de contre-attaque avaient spectaculairement échoué. Les fausses accusations qu'elle avait menacées ne se matérialisèrent jamais. Mon avocat avait préventivement averti que de telles allégations feraient l'objet d'un examen rigoureux, étant donné le schéma établi de manipulation. Les amis sur lesquels elle comptait pour son soutien s'étaient pour la plupart éloignés une fois qu'elles réalisèrent que leurs propres messages pourraient devenir des preuves. Le plus dévastateur pour elle fut le dégoût évident du juge lorsqu'il examina le document des 11 exigences. Ces mots exacts. Cela constitue un schéma troublant d'abus psychologiques et de tentatives de coercition sexuelle. L'avait fait s'effondrer visiblement sur son siège. En quittant la salle d'audience, son avocat lui conseilla de ne pas m'approcher. Elle l'ignore, m'interceptant dans le couloir. « Es-tu heureux maintenant » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu as tout détruit. » Je la regardai directement, ne ressentant qu'une pitié distante pour quelqu'un si consumé par le contrôle. « Non. Tu as tout détruit au moment où tu as décidé que j'étais quelque chose à posséder plutôt que quelqu'un à respecter. Je t'aimais, insista-t-elle, les larmes recommençant. Une performance qui n'avait plus aucun pouvoir. Non, tu aimais me contrôler, c'est différent. Je la contournai et continuai à marcher. Tu le regretteras, cria-t-elle après moi. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui se soucie de toi comme je l'ai fait. Je me retournai brièvement. C'est précisément ce sur quoi je compte. Cet échange fut notre dernier. La rupture nette que j'avais orchestrée ne laissait aucune place à un drame continu. La maison fut vendue, les actifs divisés selon la décision du tribunal, et toute communication canalisée par les avocats, sa dernière exigence, que nous nous rencontrions pour offrir une closure, fut refusée sans commentaire. Dans les années qui ont suivi ce jour au tribunal, j'ai tout reconstruit. L'entreprise de construction m'a promu chef de projet après avoir vu comment j'avais géré la crise du divorce avec méthode. L'appartement devint inutile lorsque j'achetai une cabane près du lac, quelque chose qu'elle avait toujours interdit. J'ai restauré une autre moto vintage, rejoignant un groupe de motards qui compte maintenant certains de mes amis les plus proches. De temps en temps, j'entends des nouvelles par des connaissances communes. Elle est toujours célibataire, toujours amère, racontant encore une version révisée de notre histoire où elle est la victime. Ses amis, celles qui avaient aidé à rédiger ses exigences, ont pour la plupart tourné la page alors que leur propre relation faisait l'objet d'un examen dans les suites de l'affaire. Le développement le plus inattendu est survenu il y a 3 mois. L'une de ses anciennes amies m'a contacté, s'excusant pour son rôle dans le complot des exigences. Nous pensions que c'était juste des filles se soutenant mutuellement, expliqua-t-elle autour d'un café. Mais en voyant ce que c'est devenu, j'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie vraiment le soutien par rapport à l'habilitation de comportements toxiques. Cette conversation confirma ce que je soupçonnais. Les exigences ne visaient pas seulement à me contrôler. Elles concernaient son statut dans une hiérarchie sociale toxique, prouvant qu'elle pouvait dominer son mari plus complètement que les autres. En repensant à cette enveloppe en papier craft atterrissant sur notre table de cuisine, je reconnais maintenant que c'était le moment qui m'a sauvé plutôt que détruit, sans ce catalyseur. Cette liste d'exigences si explicite dans son manque de respect. J'aurais peut-être continué à abandonner lentement ma dignité pendant des années. L'intimité qu'elle a essayé de contrôler par l'humiliation et les jeux de pouvoir a été remplacée par quelque chose de véritable, avec quelqu'un qui voit le partenariat comme une collaboration plutôt qu'une domination. Le contraste ne pourrait pas être plus marqué. Respect contre contrôle, soutien contre manipulation, amour contre possession. Quand les gens demandent ce qui est arrivé à mon mariage, je suis direct mais bref, elle a fait des exigences qui dépassaient les limites qu'aucune personne respectueuse d'elle-même n'accepterait. Cela suffit généralement. Ceux qui ont vécu des dynamiques similaires comprennent immédiatement. Ceux qui n'ont pas vécu cela n'ont pas besoin des détails. Ce qui a commencé comme sa tentative de formaliser ma soumission s'est terminé par la cristallisation de ma libération. Chaque exigence qu'elle a faite est devenue une raison de me libérer. Et l'ultimatum destiné à me piéger est devenu la clé qui a déverrouillé mes chaînes. L'homme qui a reçu cette enveloppe n'existe plus, remplacé par quelqu'un qui reconnaît instantanément la manipulation. Valoriser sa propre valeur de manière inhérente et vit sa vie selon ses propres termes. Ces 11 exigences ont totalement échoué, mais ma seule décision, de m'éloigner avec ma dignité intacte, a réussi au-delà de toute mesure. Et c'est la leçon que je transmettrai à tout homme confronté à des tests similaires de son amour-propre. Quand quelqu'un vous donne un ultimatum destiné à vous briser,
Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de s'éloigner et de les laisser vivre avec les conséquences de leurs exigences. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.